Et bonjour à tous, je suis actuellement en prison. Non, je plaisante, je suis actuellement en train de vous faire une vidéo sur Tiger Cage. Alors ça fait très longtemps que je voulais vous parler de Tiger Cage. Bon, pour la simple et bonne raison que j'adore le film, que j'adore les gens qui l'ont fait, que j'aime beaucoup les acteurs qui sont à l'intérieur. Ce qui est très intéressant avec Tiger Cage, bon c'est un polar, mais c'est un polar qui est réalisé par un grand monsieur du cinéma d'arts martiaux, du cinéma de kung-fu, qui s'appelle donc Yuen Woo-ping, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Il a réalisé les premiers films de Jackie Chan, enfin en tout cas les plus populaires, les plus connus, les meilleurs, ceux qui l'ont révélé, Drunken Master, etc. Et puis ensuite, il a été très connu de par le monde parce qu'il a réalisé les chorégraphies de Matrix, de Tigre et Dragon, de Kill Bill. Donc le nom Yuen Woo-ping résonne y compris chez les gens qui ne connaissent pas forcément le cinéma de Hong Kong. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, tous ces gens comme Yuen Woo-ping, Jackie Chan, Sammo Hung, qui viennent de l'opéra de Pékin, ont commencé à travailler dans le cinéma. Principalement dans le cinéma de kung-fu, et ils ont inventé un genre à eux tout seuls. Alors on ne sait pas vraiment qui a la paternité enfin, qui a inventé le genre en premier. Il s'agit de la kung-fu comédie. Alors je pense que celui qui l'a inventé est en fait Liu Chiang. On en a déjà parlé au cours d'une précédente émission avec Beau Parleur. Mais on va dire que Liu Chiang, Yuen Woo-ping, Jackie Chan, Sammo Hung sont les principaux on va dire, acteurs, réalisateurs, chorégraphes qui ont inventé un nouveau genre de film de kung-fu, beaucoup moins sérieux, et puis beaucoup plus basé sur les vraies performances d'opéra de Pékin, et qui inclut en fait des scènes de la vie quotidienne, souvent aux chorégraphies d'arts martiaux. Alors il y en a eu pléthore à l'époque, hein. Il y a eu tout un tas il y a eu plein d'autres gens qui se sont essayés au genre. Là je vous ai cité les 4 principaux, mais les spécialistes du genre en connaissent plein, et voilà, je vais citer les principaux. Mais donc ils ont révolutionné le genre du film de kung-fu qui était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus statique, et ils ont apporté dans les chorégraphies une véritable fraîcheur, parce qu'ils ont apporté plein de mouvements hyper impressionnants issus de l'opéra, et aussi une philosophie un peu différente, dans le sens où c'était des vrais pratiquants d'arts martiaux, des vrais pratiquants de kung-fu, pas forcément des beaux gosses ou des archétypes de héros cinématographiques. En fait, vont arriver grâce à eux enfin, disons que dans les années 70, on avait tendance à prendre des acteurs qui n'étaient pas pratiquants d'arts martiaux, et qui savaient beaucoup plus jouer, et qui en plus avaient plutôt du charisme et un beau visage. C'était le cas par exemple d'acteurs comme T. Lung, David Chiang à la Shaw Brothers, des acteurs comme ça, Jimmy Wang Yu, puis évidemment Bruce Lee. Et ils pratiquaient pas tous les arts martiaux, hein. C'était quand même des gens qui venaient pas tous du monde des arts martiaux. Là, dans les années 70, enfin à la fin des années 70, on va dire entre 75 et 77, et puis vraiment ça a explosé en 78, il y a eu un tournant, et on a commencé à voir apparaître déjà ce genre qui est la Kung Fu comédie, qui est personnellement, moi, dans le cinéma de Hong Kong et dans le film de Kung Fu, mon genre préféré. De par voilà, la mise en scène, toutes les richesses scéniques. Enfin, c'était pratiquement en fait de la comédie musicale. C'était plus des comédies musicales finalement que des films de kung-fu héroïques à part entière. Il y avait au niveau de la rythmique, au niveau de l'inventivité des scènes, au niveau de la folie créatrice des scènes, c'était absolument incroyable. Et c'était issu des gens de l'opéra de Pékin. Et en plus, voilà, on avait des nouveaux types de héros. Ça a permis à Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, même Liu Chiang, et de s'imposer en tant que star, en tant que héros de films d'arts martiaux et de films populaires de l'époque. Et donc de 77 à peu près, on va dire l'âge d'or de la Kung Fu comédie, c'est 77 jusqu'à début 80, je dirais 81, 82. Mais en gros, pour moi, celui qui a ouvert et refermé le couvercle, c'est Sammo Hung avec Le Moine d'Acier en 77, et puis il l'a refermé avec Prodigal Son en 82. Donc voilà, ça a duré à peu près 5 ans. Mais après, évidemment, Liu Chiang est arrivé avant, et il a continué après.
Et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cet âge d'or, donc à la fin des années 70, début 80, ce qui a complètement bouleversé le cinéma de Hong Kong, et notamment la manière de chorégraphier les scènes de combat. Le problème qui s'est passé au début des années 80, c'est qu'il y a eu un moment où le public s'est lassé des films, on va dire des histoires qui se placent dans une époque on va dire traditionnelle, ancienne, de la Chine ancienne, et ils ont voulu des histoires de plus en plus contemporaines et qui se passent au cœur de la ville. Mais c'est normal, il y a eu tout un tas de raisons à ça, déjà politique, dans le sens où il y a eu la confirmation dans les années 80 du traité de Nankin qui confirmait qu'il y avait la rétrocession, donc l'identité hongkongaise et l'identité cantonaise de Hong Kong s'est vue vraiment renforcée à cette époque, donc les gens avaient besoin de vivre encore une décennie ou deux, et donc il y a eu ce renforcement de l'identité, donc de plus en plus d'histoires, le public avait besoin de plus en plus d'histoires tournées dans des lieux contemporains, dans la ville, donc c'est là qu'est apparu tous les polars, la nouvelle vague, la nouvelle vague avec Tsui Hark et compagnie, John Woo, etc. Et puis aussi voilà, des comédies contemporaines, des polars qui se situent dans un espace contemporain de l'époque. Il y a eu de véritables chefs-d'œuvre d'ailleurs à cette époque-là, dans le polar, etc. Et le problème, c'est que toutes ces figures du film d'arts martiaux ont eu du mal à faire la transition entre ce goût qu'avait le public pour les films traditionnels en costume, de kung-fu, etc., et le besoin de raconter des histoires dans un environnement contemporain, dans un Hong Kong très actuel, très ancré dans la réalité de la ville à ce moment-là. Et donc, chacun a fait sa transition comme il a pu. Pour moi, celui qui a le mieux réussi sa transition, enfin, il y en a surtout deux, c'est évidemment Sammo Hung, qui lui est arrivé en fait en mélangeant kung-fu et comédie, donc à travers la saga des Lucky Stars, dont j'aimerais beaucoup faire parler un jour aussi. Spéciale dédicace à Jonathan qui adore cette saga, c'est vraiment été la saga fondatrice pour lui. Et il a aussi amené, on va dire, le film ce qu'on appelle le kung-fu polar, à travers un sous-genre du kung-fu polar qui s'appelle le Girl with Gun, où il va amener des héroïnes hyper badass à l'écran, Michelle Yeoh, Cynthia Rothrock et compagnie. Et il va continuer par contre aussi dans un autre registre, mais qui est là un peu dévié de la vidéo, c'est que dans les années 80, il va aussi inventer, il va amener la Ghost Kung Fu Comedy, donc là dans un registre par contre traditionnel, dans des films en costume, avec le mélange horreur, comédie et kung fu. Et là ça va vraiment exploser. D'ailleurs c'est un des rares c'est un des rares genres où le kung-fu va pouvoir, le kung-fu traditionnel, le film traditionnel en costume va pouvoir continuer à perdurer dans les années 80, grâce notamment à l'exorciste chinois et à Mister Vampire, et à la figure de Lam Chiling qui joue le Fatsi, le chasseur de vampires, le chasseur de Guanxi, les zombies sauteurs, là, vous voyez, dans le film des années 80. Donc en fait, le kung-fu en costume va se perpétuer plutôt dans ce genre de film-là. Tsui Hark va aussi faire de l'histoire de son chinois avec Ching Shu-tung, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, pour ce qui est de la transition, voilà, Sammo c'est vraiment le meilleur. Et il a su s'adapter à tous les genres, tous les modes. Et en plus, il va jouer d'autant dans des drames que dans des films d'action, que dans des blockbusters, etc. Il va vraiment exploser. Pour moi, c'est la grande figure des années 80 du cinéma de Hong Kong dans le domaine de l'action. Et puis évidemment, Jackie Chan. Et d'ailleurs, c'est Sammo qui va relancer la carrière de Jackie Chan à un moment qui va être un petit peu en creux parce qu'il va avoir du mal à faire la transition justement entre les films de kung-fu et les films contemporains. Il va essayer en partie de le faire avec Dragon Lord, mais ça va foirer. Où il y a moins de kung-fu et plus de comédie romantique, mais ça va pas vraiment marcher parce que c'est encore dans un registre de film en costume. Et puis après, ils vont faire ensemble Le Marin des mers de Chine, où là, ils vont commencer à amener là un pur chef-d'œuvre, Le Marin des mers de Chine. Moi j'aime beaucoup Dragon Lord, mais effectivement le public de l'époque n'était pas très réceptif. Et puis Le Marin des mers de Chine, ça se passe dans les années
20 ou 30, je sais pas, enfin en tout cas au début du siècle à Hong Kong, du siècle dernier à Hong Kong. Et donc là on est entre le registre, on est entre le film de kung-fu, mais on amène un nouveau genre de chorégraphie. Et c'est intéressant. Et après, Jackie Chan va vraiment faire sa transition avec Police Story. Celui qui va nettement moins bien marcher, j'en ai déjà parlé au cours d'une présente émission avec Beau Parleur sur Lucia Liang, voilà, c'est Lucia Liang, où lui, ça va être plus problématique pour lui parce qu'il est vraiment ancré dans le kung-fu traditionnel, dans la culture chinoise, dans la tradition chinoise, et ça va être extrêmement difficile de passer de ça au film contemporain. Ça va être extrêmement dur, et d'ailleurs il va pas en réussir beaucoup, il va pas en faire beaucoup. On peut citer évidemment Tiger on the Beat, qui est une espèce de buddy movie, de comédie, kung-fu polar, qui est vraiment cool, mais qui n'a pas la quintessence des films que j'ai cités avant, et qui reste surtout dans les annales par rapport au fait que ça soit un film hyper cool et hyper rafraîchissant. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est pas un chef-d'œuvre au même titre que les films que j'ai cités de Sammo ou de Jackie Chan. Et puis, il va y avoir évidemment, alors, plein d'artistes martiaux qui vont faire leurs films dans les années 80, plus ou moins connus, Tony Liu, Elite, etc. Des gens comme Mon Sifu, Sharon Young, qui vont aussi faire du Girl with Gun. Tout le monde va s'essayer, tous les gens qui proviennent du monde des arts martiaux vont essayer d'adapter en fait, et de s'adapter au marché et de créer des films de kung-fu en les adaptant au mode contemporain. Et donc, après ma longue intro, je suis désolé, je vais enfin arriver au terme de l'intro, mais il y a une autre personne très importante donc, dans l'histoire de la Kung Fu comédie et du film de Kung Fu, c'est évidemment Yuen Woo-ping. Et Yuen Woo-ping, il va plutôt bien réussir parce qu'on a quand même s'il réussit pas aussi bien que Jackie Chan et Sammo dans le genre, il fait partie des 3 meilleurs qui vont vraiment réussir à faire la transition et à amener quand même des films hyper intéressants. On pense évidemment au Sens du devoir 3 et 4, je crois qu'il va produire le 3 et réaliser le 4, et bien sûr à la saga des Tiger Cage. Alors c'est pas vraiment une saga dans le sens où les épisodes se suivent pas, mais c'est souvent le cas à Hong Kong, hein. En fait c'est souvent des titres anglais qui sont en fait des espèces d'excuses marketing pour vendre les films. Les films ont plus ou moins la même thématique, mais ce ne sont pas vraiment des suites au sens propre. Il y a un mélange en fait voilà, c'est à la fois économique et à la fois peut-être une dimension un peu religieuse avec des personnages qui s'incarnent à travers d'autres films, etc. Bon, il y a plusieurs interprétations. En tout cas, je ne vais pas vous parler de la trilogie aujourd'hui parce que pour moi, je considère vraiment que le premier est le meilleur, même si j'aime beaucoup le 3, mais pour d'autres raisons, par rapport à mon amour des films héroïques, etc. Et le 2, je l'aime bien aussi, mais c'est plus un film qu'on regarde pour Donnie Yen, et puis pour la merveilleuse musique d'intro et le merveilleux générique d'intro, qui est le générique de mon émission. Donc le premier, excellent film, excellent polar. Là, on n'est pas tout à fait. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus un polar avec de l'action teintée de films de scènes de kung-fu. Il y a quand même beaucoup de scènes de baston, mais Donnie Yen joue dedans, mais il a un tout petit rôle, donc c'est pas lui qui fait tout le spectacle du film. Et alors que voilà, il va se rattraper dans le deuxième, mais en fait, dans le premier, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment l'histoire, la mise en scène, et vraiment, c'est vraiment un polar dans le bon sens du terme de l'époque des années 80. Alors, pas mal de défauts dans la mise en scène. On sent que Yuen Woo-ping c'est pas John Woo, c'est pas Ringo Lam, c'est pas des gens comme ça. Il est pas hyper à l'aise pour du polar pur et dur. Il peut pas s'empêcher par moment d'intégrer des éléments purement kung-fu à travers la figure du traître. Le film est une espèce le Tiger Cage, donc la rançon des traîtres en français, Tiger Cage, dans la cage au lion, donc où en fait c'est une espèce de jeu du chat et de la souris, tout le monde se trahit, etc. C'est l'histoire d'une espèce de bande de flics qui sont comme des frères, comme des pères, un rapport père-fils, frère, voilà, une espèce de bande de flics où on apprend qu'en fait à l'intérieur de cette bande, il y a énormément de gens qui ont trahi, qui sont corrompus, et on va découvrir ça au fur et à mesure avec des drames, voilà, et des meurtres et de la violence au fur et à mesure du film, et une enquête, etc. Alors c'est Jackie Chan, le héros principal du film, que vous avez beaucoup aimé, comme nous tous, dans son incroyable performance qu'il a dans Une balle dans la tête, mais c'est quelqu'un qui a
à l'époque qui tournait énormément de films, des comédies, des polars, des films de kung-fu, des films d'action. C'était un acteur très populaire. À la base, c'était un chanteur très populaire à Hong Kong, et même en Chine, et même dans toute l'Asie, et qui a fait beaucoup de films. À ses côtés, on retrouve donc Carol Cheng, qui est une actrice que j'aime pas énormément, mais là qui est vraiment pour moi son meilleur rôle. Voilà, ce personnage de femme un peu forte et à la fois un peu innocente et un peu avec une position de victime. On sent que elle galère un peu, en même temps à la fin elle prend vraiment sa revanche, elle est vraiment balèze. En tout cas voilà, c'est un personnage qu'elle joue bien, qui lui va bien. Et puis Donnie Yen, finalement, qui a un second rôle, on va dire, de luxe et dont la trajectoire de son personnage est très dramatique, mais qui va être aussi le point de bascule de l'histoire et de plein de personnages. On retrouve aussi Mantat, un acteur légendaire qui était le partenaire de Stephen Chow, Simon Yam, qui joue le rôle du commissaire. Voilà, qui c'est que j'ai cité Liang Chiaren qui apparaît aussi au début, Johnny Wong, les frangins de Yuen Woo-ping. Voilà, il y a beaucoup au départ. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le début du film, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent du monde du kung-fu. Et puis progressivement, il laisse la place, il laisse la place aux acteurs de la nouvelle génération. Donc ceux que j'ai cités, Simon Yam, Jackie Chung, Carol Cheng, qui eux ne sont pas des acteurs d'arts martiaux, qui n'en pratiquent pas, qui sont entraînés un petit peu pour le film, mais c'est avant tout des acteurs utilisés plus pour des polars ou pour des comédies, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit un petit peu, notamment à la fin du film, la fin du film, l'acte 3, enfin le climax final, il y a beaucoup de scènes et on sent qu'ils sont énormément doublés. Et en fait, le seul acteur qui n'est jamais doublé vraiment, à part dans quelques mouvements et qui fait toutes ces actions, c'est évidemment le légendaire Donnie Yen, mais à l'époque, il n'était pas très connu. Et il a été révélé par Yuen Woo-ping, c'est vraiment Yuen Woo-ping qui l'a révélé à l'écran, et il a un second rôle dans le film, et finalement c'est pas plus mal, puisque ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté polar, une espèce de peinture un peu défaitiste du Hong Kong de l'époque, où finalement, on va dire, l'esprit traditionnel chinois, familial, est totalement détruit. À l'intérieur de cette colonie rongée par la corruption, le fric, le capitalisme le plus crade, où tout le monde est capable de trahir pour de l'argent, de buter ses coéquipiers, de trahir son pote ou son frère ou sa femme ou n'importe qui pour de l'argent. Donc voilà, cette espèce de peinture d'un monde pourri est extrêmement bien extrêmement bien faite dans ce film, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand le polar, en règle générale, vraiment creuse et va au fond de la merde de la condition humaine et des rapports humains, et il y a un petit côté quand même voilà, dénonciation de tout ça, et que j'aime bien, et c'est très intéressant parce que vraiment dans ce film, il y a à la fois, comme j'ai dit, c'est un vrai polar avec un vrai propos, voilà, avec plein de défauts de mise en scène, etc. Des fois des trucs un peu vulgaires, ou un peu, on va dire, de mauvais goût par moment, ou des trucs un peu mal placés, mais c'est pas grave parce que le tout est quand même très cohérent, et et c'est teinté voilà, vraiment, comme j'ai dit, d'action. John Woo, voilà, avait déjà fait son Syndicat du crime, donc des scènes de gunfight qui ne sont pas du tout comme celles de John Woo, qui sont beaucoup plus sèches, beaucoup plus brutes, des cascades hallucinantes, hein, il y a des trucs hallucinants, où on se demande comment les mecs se sont pas tués pendant le tournage, et évidemment des scènes de kung-fu incroyables, et on sent, voilà, que Yuen Woo-ping, au fur et à mesure, après dans les suites, il va de plus en plus amener le kung-fu et la tradition au milieu des décors modernes de Hong Kong. Voilà, parce que effectivement ce sont des gens qui viennent du monde des arts martiaux, donc c'est un petit peu normal. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de revoir les films. Ils sont sortis chez nous, chez Metropolitan, en format italien, mais je crois qu'ils sont un petit peu difficiles à trouver. Apparemment, je crois que 88 films les ressort en Blu-ray, donc peut-être que c'est les meilleures versions à voir. Le premier épisode dont je vous ai parlé là aujourd'hui existait chez nous en VF, catastrophique, hein, vraiment je vous déconseille fortement la VF, elle est absolument insupportable, mais
Et puis le 2 et 3 sont sortis en VO, donc n'hésitez pas, même à voir les suites, même si c'est pas vraiment des suites, hein, comme je vous ai expliqué. Peut-être que j'en parlerai un jour. En tout cas, voilà, Tiger Cage, pour moi, représente absolument cette espèce d'image d'Épinal du polar hongkongais des années 80, hein, à travers sa mise en scène, voilà, les néons, la rue, les lumières, la mise en scène, etc. Le fait qu'il y ait de l'action, du kung-fu et que ça mélange un petit peu tout, avec des acteurs formidables. Et ça représente vraiment, vraiment ce que j'aime le plus dans le polar de cette époque. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et merci encore.大導演袁和平最新作品《特警屠龍》。嚟咯！我藏毒、販毒、走私、殺人放火犯法，寫啦！循例手續啊嘛，呈堂證供啊嘛，告我啦！你收聲啊！《特警屠龍》一部開創動作經典潮流嘅電影，大師級導演袁和平再創高峰嘅全動感傑作《特警屠龍》。局中有局，案中有案。殺人者，人亦殺之。誰是兇手？誰是禍首？今日生死與共，明日勾心鬥角。阿龍嘅死絕唔簡單，呢邊錄影帶牽連好大，為咗警隊，我哋不惜任何嘅代價都要捉到兇手。一個勇悍探員之死，引發一連串撲朔迷離嘅案中案。咪埋嚟啊！等呢槍，冚定啊！呢班木。一部充滿溫情、奇情、激情嘅全動感電影。特警屠龍。